Bienvenue en Loire-Atlantique via Internet. Donc, un petit mot déjà, effectivement, l'ICPC 44, on organise différents événements selon les sujets, selon les besoins qu'on ressent. Et donc là, en l'occurrence, aujourd'hui, on s'est penché sur le budget participatif. Alors, la particularité de ce webinaire, en fait, c'est qu'on n'est pas sur une discussion autour de la mise en œuvre, ni des discussions sur le côté assez pratique ou voilà, sur des aspects, on va dire, organisationnels. On est vraiment en amont en fait, des budgets participatifs pour plusieurs raisons. Déjà, puisqu'on les a beaucoup retrouvés dans les programmes électoraux, notamment municipaux l'année dernière, mais aussi maintenant à différentes échelles, comme les départements ou les régions. Et donc, c'est vrai on a commencé à se dire que ça pourrait être intéressant de vraiment de prendre de la hauteur sur cet outil, puisqu'on est quand même sur un outil, et de se poser la question, effectivement, à la fois de l'effet de mode, mais aussi à l'inverse, est-ce que c'est vraiment un outil qui permet la transformation de l'action publique? Donc voilà, on a eu besoin de répondre à tout ça. Et puis c'est aussi, on estimait que c'était important puisqu'il y a déjà beaucoup de choses et on vous invite à vraiment fouiller sur Internet en termes d'informations sur les mises en œuvre, que ce soit de l'écrit ou des prestataires qui mettent en avant leurs expériences ou des conférences. Il y a beaucoup de choses. Donc, ne soyez pas frustrés de la langue qu'on a pris aujourd'hui puisque vous retrouverez facilement ce genre d'informations. Pour ce faire, on a organisé ces webinaires en plusieurs temps. Alors, un petit temps qui va être très simple, très court. On va vous redonner quelques résultats qui sont issus du questionnaire d'inscription que vous avez enregistré. Donc, ça donne, on va dire, une première tendance, en tout cas parmi les participants qui sont là aujourd'hui. Et puis, après, on va écouter donc, Gilles Prado, qui est doctorant à l'Université de Westminster, qui nous donnera justement un éclairage et qui nous aidera à prendre vraiment de la hauteur sur les budgets participatifs. Donc, Gilles se présentera de manière plus détaillée, parce que c'est toujours important de connaître aussi le parcours de chacun pour savoir d'où on parle. Et puis après, c'était pour nous indispensable en tant que ICPC Loire-Atlantique de mettre aussi en avant des acteurs locaux. Alors, on n'est pas fâchés, on a été au-delà de Loire-Atlantique puisqu'on a invité aussi l'Ille-et-Vilaine à s'exprimer. Donc, Antoine Gestin, fondateur d'IdeCity, donc c'est un prestataire. Encore une fois, pour nous, c'était important d'avoir ces témoignages avec 3 profils, donc prestataire, mais aussi technicien. Donc là, ce sera Rémi Noël, qui est en charge des budgets participatifs au département d'Ille-et-Vilaine. Et puis, l'autre casquette, donc l'autre profil, donc plutôt élu, Catherine Bassani, adjointe à la mairie de Nantes, qui est déléguée justement au budget participatif. Quelques éléments avant, donc, en termes de chiffres qui correspondent donc au questionnaire que vous avez rempli. Par rapport à l'ensemble des personnes, c'est un questionnaire effectivement, donc aujourd'hui il y a eu un certain nombre d'inscrits, mais les chiffres datent de fin de semaine dernière. Bon, c'est juste un petit précaré. Sachez que donc, près de 47% ont déjà participé ou vont prochainement participer à un budget participatif, donc à la fois en tant que technicien, élu, voilà, donc on est sur différentes postures. Il y en a quand même 22 qui sont en cours de réflexion, donc on sent une tendance qui est quand même très, très forte. Et puis après, ce qui nous intéressait, c'était votre perception. Bon, ben voilà, il n'y a pas de doute, hein, 84% estiment que le budget participatif est très positif. Donc, c'est intéressant, justement, d'où l'intérêt de questionner son impact sur l'action publique. Après, de façon plus libre, et c'était des questions ouvertes, on vous a interrogé sur les leviers, les écueils que vous perceviez des budgets participatifs. Alors, première chose à remarquer quand même, c'est que finalement, la mobilisation citoyenne, c'est à la fois un levier pour vous, mais c'est aussi un écueil. Donc, ça, c'est le premier niveau. Effectivement, pour vous, un budget participatif, ça a l'intérêt de peut-être mobiliser davantage les individus, les impliquer, aller les chercher plus facilement. Et à l'inverse, c'est aussi un écueil parce que finalement, comme tout outil participatif, on se retrouve confronté en fait à des difficultés autour de la mobilisation. Voilà, qu'est-ce qu'on peut remarquer également? Ce qui est intéressant, c'est que dans les leviers, il y a beaucoup de choses que vous avez nommées en fait autour du citoyen. Qu'est-ce que ça peut apporter aux citoyens? Voilà, toujours autour de l'usager. Alors, vous me direz, ça peut paraître logique, mais ce qu'on peut analyser, c'est l'absence de certaines réponses, notamment l'efficacité des projets.
Ça ne semble pas être quelque chose que le budget participatif doit répondre en premier lieu, en tout cas en levier. En tout cas, ce n'est pas noté. La durabilité des projets, mais aussi la transversalité. Donc, cette approche est assez intéressante, en tout cas dans les réponses. On pense vraiment citoyen, mais un peu moins action publique et collectivité territoriale. Par rapport aux écueils, effectivement, vous avez l'appréhension d'avoir des projets peu structurants, que ce soit un processus qui soit lent, lourd, et puis finalement, qu'est-ce qu'il y a comme outil de suivi et d'évaluation pour mesurer l'efficacité de ces projets? Ça, c'est quelque chose effectivement qui vous interroge beaucoup. Voilà. Voilà. Et puis, effectivement, après, sur des questions qui étaient… Non, c'est bon, c'était l'autre diapo, excuse-moi. Des questions encore ouvertes, on vous demandait le cadre idéal. Donc, sur vos réponses ouvertes, on a pu faire une typographie. La première chose qui ressort, c'est la commune et l'échelle du quartier comme des territoires pertinents. Après, c'est forcément biaisé aussi par qui vous êtes, d'où vous parlez. Est-ce que vous êtes agent ou élu de collectivité plutôt communale ou départementale? Mais en tout cas, c'est ça qui est ressorti avant tout. Et puis, la temporalité très courte, de 0 à 1 an. Et dedans, dans les réponses, c'était principalement des réponses qui étaient, oui, la mise en place, la vie du BP, mais aussi la réalisation des projets. Donc, effectivement, ça interroge entre 1 an. Est-ce que c'est possible de faire tout ça? Mais en tout cas, pour vous, c'était quand même un prérequis d'une réussite d'un PP, c'est qu'il soit suffisamment court. Voilà. Et puis, pour terminer, je vais quand même rendre à César ce qui appartient à César. Ce travail a été fait par Alexis, qui n'est pas là, qui était stagiaire à l'ICPC. Et donc, aujourd'hui, il est sur un autre stage. Il a une petite frustration. Il aurait souhaité présenter ses propres résultats. Mais voilà, c'était un petit clin d'œil qu'il verra dans l'enregistrement. Gilles Prado. Donc, effectivement, il est doctorant à Westminster. Donc, bien sûr, on aimerait bien l'entendre sur cet engouement autour des budgets participatifs. Est-ce que ça relève en fait de cet effet de mode, comme je disais tout à l'heure, ou véritablement d'une transformation de l'action publique qui est plus profonde? Et puis, Gilles aura suffisamment de bagages universitaires, mais aussi de terrain pour rappeler que les budgets participatifs, effectivement, ça existe depuis longtemps. Donc, en France, ça se développe de plus en plus. On attend aussi l'intervention de Gilles autour notamment des critères de réussite sur un budget participatif. Et puis, en complément, en regard, voilà, c'est une petite attente, mais qui est moins importante, un avis aussi sur les échelles. Voilà, quelle échelle est pertinente pour un budget entre interco, département, région, commune? Enfin, voilà, la question se pose, même si ce n'est pas forcément au cœur de vos recherches, si vous pouvez nous donner un avis. Et puis, bien sûr, aussi ce triptyque en fait, de posture qu'il y a entre l'élu, le citoyen, mais aussi l'agent, souvent qu'on met de côté, et notamment, voilà, quel est le rôle de l'agent dans tout ça, à la fois sur le BP, mais autrement, l'impact que ça peut avoir sur lui. Donc voilà, ça, c'est du bonus. Merci Marine pour cette introduction. C'est très intéressant de voir la diversité des perspectives sur le budget participatif, sur le fait qu'effectivement, il y a un fort engouement et que finalement, dans les deux réponses, on voit que la question de la mobilisation citoyenne est à la fois un objectif et un écueil. Donc, ça sera intéressant dans le débat de voir cette question-là. Alors, juste avant de commencer la présentation, je voulais un petit peu rappeler un petit peu d'où je parle effectivement. Donc moi, ça fait plus de 10 ans que je m'intéresse au budget participatif. J'avais commencé par un stage en Grande-Bretagne au sein d'une association qui s'occupait de faire la promotion des budgets participatifs. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que le modèle qui mettait en place en Grande-Bretagne, en Écosse aussi, mais en Angleterre principalement, était extrêmement réducteur et était très similaire à ce qu'en France, on peut avoir avec… des fonds de participation citoyenne. Donc, des petites subventions très minimes avec un impact sur les finances et sur les politiques publiques assez marginal. Puis ensuite, je suis parti au Portugal et pendant plusieurs années, je me suis intéressé en fait à la question des budgets participatifs dans les écoles ou dans les lycées, notamment qui étaient mis en place en région à l'époque Hauts-de-France
Il y a déjà de ça 2 mandatures, parce que maintenant, il y a eu les élections. Maintenant, sur les budgets les budgets participatifs des lycées, finalement, je n'ai pas regardé là un petit peu les programmes, mais il n'y avait que la région centre qui l'avait principalement mis en place sur la dernière mandature. En 2014, il y a eu ce que j'ai appelé une 3e vague, avec principalement des budgets participatifs municipaux, mais qui, à partir de 2018, se sont transformés en budgets participatifs départementaux. Et donc, effectivement, il y a un effet de mode. Il y a un critère très facile à utiliser pour voir que c'est un effet de mode, et j'y reviendrai tout à l'heure. Mais donc, avant de commencer ma thèse, qui est maintenant sur les budgets participatifs au Brésil et leur extension dans un contexte non pas municipal, mais supramunicipal à l'échelle des États, le Brésil étant un pays fédéral, la question de l'échelle est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais que je ne vais pas forcément traiter ici. Effectivement, comme l'a dit Marine, voilà, on a fait le choix de 3 4 questions, et du coup, on verra ça dans le débat, s'il y a ce genre de questions. Donc, les 4 questions que je vais traiter, c'est l'engouement. Pourquoi on va avoir cet engouement autour du budget participatif? La question des échelles. J'ai quelques éléments, mais qui datent d'avant les élections municipales de l'an dernier, parce que je n'ai pas eu le temps de refaire un travail de recensement depuis. Puis j'imagine que les choses bougent assez rapidement. La question de la place des agents et, comme l'a dit Marine, la question des critères de réussite sur lesquels les autres intervenants pourront intervenir par la suite. Alors, les budgets participatifs, c'est souvent décrit comme une réussite, comme une expansion. Alors, en France, il y a quelques années, on est passé de 4 expériences à peu près une centaine, et puis finalement 200 à la veille des élections municipales. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a d'autres pays qui ont suivi cette courbe croissante. Il y a par contre un pays, et c'est intéressant de le noter, qui a vu cette innovation disparaître plus ou moins, c'est le Brésil. Donc, le budget participatif est né au Brésil, notamment à Porto Alegre, pour le cas le plus fameux, le plus emblématique. Mais c'est quelque chose qui est en train de disparaître au Brésil, plus ou moins, notamment à l'échelle municipale. Et donc, on pourra se poser la question si ça a été un effet de mode au Brésil aussi. Et certains évoquent l'idée qu'il y a une bulle qui a éclaté. Donc, on peut dire comme les agendas 21 en France il y a 15 ans, où beaucoup de gens étaient très enthousiastes à propos de ça. Et puis finalement, on est passé à autre chose assez rapidement. Alors, quand on parle de budget participatif, il y a la question de l'information qui est importante. Ce qui est à noter, c'est qu'il y a beaucoup de démarches qui sont absolument déconnectées de la question de l'open data, par exemple. Donc là, derrière, vous avez une slide qui est liée à la question de la publication sous format ouvert, lisible, analysable de, par exemple, la question des subventions, ou par exemple la subvention des associations, qui serait un thème très intéressant à traiter avec un débat public. Mais ça, ce n'est pas tout à fait ce qu'on appelle un budget participatif. Dans certains pays, il y a la question de la consultation sur les finances publiques, avec l'utilisation de sondages délibératifs. Ce matin, j'ai passé 2 heures à écouter un professeur chinois qui expliquait à quel point les budgets participatifs en Chine étaient merveilleux, parce qu'ils utilisaient des sondages basés sur le mode aléatoire, ce qui était très intéressant parce que du coup, le Parti communiste chinois en fait utilise cette méthode-là pour éviter d'avoir des manifestations ou d'avoir des mouvements sociaux qui pourraient prendre la place de manière visible, ce qu'ils appelaient eux des lobbies en l'occurrence. Du coup, le fait d'avoir recours au tirage au sort, hein, qui est aussi en France assez répandu en ce moment avec les conventions citoyennes, par exemple, permettent en fait d'éviter le suivi des projets et vraiment d'avoir un effet de suivi sur le long terme qui est important. Et donc, parmi les outils de consultation, on a aussi, par exemple, là, c'est une slide sur la Californie, avec des outils en ligne qui permettent de consulter les gens sur les finances publiques en général. Et par ailleurs, ça, c'est pas tout à fait aussi un budget participatif, pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas d'échange. Et c'est une question sur laquelle on pourra revenir aussi sur les cas français, c'est la question de la délégation, sur le fait qu'on puisse apprendre en rencontrant des gens un peu différents, avec d'autres perspectives, d'autres besoins. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement, qui est pas toujours très présent dans les cas français.
Et donc, dernière étape, la question de la décision des budgets participatifs où on pourrait rapprocher ces outils de démocratie directe avec la question des référendums. J'y reviendrai un peu à la fin. Bon, je vais passer dessus parce que je vois que le temps passe. La question du potentiel et les raisons de trouver des choses intéressantes à faire avec ces budgets participatifs, c'est notamment la question de la légitimité pour notamment la question de la légitimité du gouvernement en place, que ce soit l'équipe municipale ou dans le cas de la Chine, par exemple, du Parti communiste chinois, de retrouver en fait une sorte de contact direct avec la population qui va se dire à l'écoute des citoyens. C'est quelque chose que je retrouve très, très, très présent avec les cas, notamment sur les gouverneurs au Brésil, qui mettent en scène cette proximité avec les gens lorsqu'ils viennent organiser en fait des assemblées ouvertes où les gens viennent se plaindre sur les besoins, sur le fait que les travaux n'avancent pas, etc., etc. Donc la question de la légitimité et puis ouais, la question de la place des élections, j'y reviendrai tout à l'heure. Ensuite, on a toute une série de projets qui sont liés à la question de la réactivité des services publics, avec l'idée que grâce au budget participatif, on aurait une vision un peu plus large de ce que veulent les gens, ce que veulent les gens en général, en passant très rapidement sur le fait que les gens qui participent dans les budgets participatifs ne représentent peut-être pas l'ensemble de la population et donc du coup remontent grâce au budget participatif des besoins spécifiques liés aux participants, au type de participants qu'on a et pas des besoins qui répondraient aux préoccupations des gens. Typiquement, dans le budget participatif, une des préoccupations qu'on peut noter pour la France, c'est le fait que la question de la santé, par exemple, puisque on aura l'occasion, enfin, on a une pandémie qui nous tombe dessus depuis 18 mois. Donc, si par exemple les gens voudraient proposer je sais pas, une augmentation des salaires du personnel hospitalier, eh bien, pour les budgets participatifs français, c'est clairement pas possible, alors que ça pourrait l'être, par exemple, dans les budgets participatifs brésiliens. Donc, il y a quand même là aussi un potentiel de réactivité, on va dire, mais qui est assez limité par, on va dire, le cadre de la décentralisation en France et le fait qu'il y a aussi un certain saucissonnage, on va dire, des compétences. On pourra le retrouver non pas uniquement sur les différents niveaux des gouvernements locaux, mais aussi tout simplement si vous proposez des projets qui sont sur du foncier qui appartient à un bailleur social, eh bien, même si le bailleur social appartient à la ville, ça devient un peu compliqué parce que ce n'est pas la même entité. Et donc, il y a toute une série de choses qui font que le cadre administratif français est finalement parfois un carcan plutôt qu'un terreau pour la réactivité. Ensuite, il y a la question de la lisibilité comme objectif. Là, c'est l'idée qu'on retrouve souvent dans les budgets participatifs des lycées, par exemple, c'est le fait de faire en sorte que les budgets participatifs peuvent éduquer les citoyens à avoir une meilleure idée de ce que sont les dépenses, comment marche un budget, pourquoi c'est l'exemple typique, pourquoi une porte que vous allez installée, ce n'est pas une porte IKEA, elle doit répondre à un certain nombre de normes pour un établissement qui reçoit du public et donc du coup le coût n'est pas le même parce qu'elle répond à des normes particulières. Ensuite, il y a la question de la capacitation. Alors là, c'est le fait de fabriquer un meilleur citoyen, un citoyen plus actif au niveau individuel, mais aussi parfois favoriser cette mobilisation collective dont les gens parlaient. Et là, c'est intéressant de voir que, par exemple, on verra ça sur le long terme, mais par exemple, sur les conventions citoyennes, j'étais très intéressé de voir que sur la Convention nationale, il y avait un collectif qui s'était créé, ce qui n'est généralement pas le cas sur tous ces mini-jurys. Et donc, la question qui se pose sur les budgets participatifs, c'est contrairement à un collectif qui crée ex nihilo, là, on a peut-être la capacité de mettre en synergie des gens qui repèrent des besoins similaires et qui ne travaillent pas forcément ensemble. Ça, c'est un point. L'autre point, c'est la question de la politisation. Donc là, c'est clairement le fait de pouvoir être plus au courant
de ce qui se passe dans la ville et aussi de besoins qui sont peut-être plus nécessaires que ces besoins qu'on pensait importants à première vue. Donc là, clairement, moi ce qui m'avait fasciné dans les budgets participatifs des lycées en Nord-Pas-de-Calais, c'est de voir que certains élèves qui portaient des projets pouvaient au final, à la suite du débat qui était organisé avant le vote, changer d'avis et ne pas forcément voter pour le projet qu'ils défendaient. Et là, clairement, c'est quelque chose que je trouve intéressant et je me demande en quelle mesure c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'usage des plateformes numériques qui favorisent un petit peu, on va dire, un vote rapide sans une connaissance large des projets qui sont mis au vote pour permettre le fait qu'on prenne le temps de réfléchir sur qu'est-ce qui est vraiment important pour sa ville, pour son département ou pour son territoire en particulier. Enfin, quelque chose qu'on retrouve très rarement dans les cas français, il y a peut-être Paris qui le fait, et puis ailleurs en Europe, on trouve Madrid, mais la question de la justice sociale, sur le fait qu'on puisse trouver des manières de faire pour favoriser des publics qui sont défavorisés. Alors, je pense par exemple dans les Landes, dans le département des Landes, il y avait un focus sur la question de la jeunesse, par exemple, avec des points qui pouvaient non, là, je ne vais pas dire de bêtises sur la manière dont c'était favorisé, mais il y avait clairement un quota réservé aux projets des jeunes et qui peuvent aussi se poser, par exemple, sur les départements, sur est-ce que les projets sont répartis par canton, est-ce qu'on retrouve un projet par canton ou pas. Certains départements n'ont pas fait ce choix-là, par exemple, ce qui pose la question de la répartition. Mais en même temps, est-ce que si on met un projet par canton, est-ce qu'on favorise de manière équitable alors que certains cantons pourraient avoir des besoins plus importants que d'autres, notamment les cantons un peu plus ruraux par rapport aux cantons de la ville centre. Après, il y a d'autres mythes sur la question des budgets participatifs. C'est en fait la légitimité de l'impôt. Et ça, dans un contexte d'austérité et dans un contexte où il y a eu les gilets jaunes, etc., quelque part, on se dit aussi que potentiellement, même si ça n'a pas été testé, testé et prouvé, j'imagine que certains élus ont dans l'idée que en mettant en place une procédure de budget participatif, les impôts locaux, ce qu'il en reste, en fait, seraient plus facilement acceptés par les citoyens. Ensuite, il y a l'idée de lutter contre l'abstention. Bon, là, pour les municipales l'an dernier, ça n'a pas été flagrant. Et la question aussi de réduire le vote pour un parti concurrent. Ça, c'est quelque chose de très clair qu'on retrouvait dès Porto Alegre, puisque le budget participatif a permis au Parti des travailleurs d'être réélu pendant plusieurs mandats. Et en fait, la décrue des budgets participatifs au Brésil est arrivée à partir du moment où le Parti des travailleurs n'a pas été réélu à Porto Alegre. Alors, j'arrive à la deuxième question, sur la question des échelles. Donc, cette carte date un peu, mais on peut voir qu'il y a déjà des clusters, notamment l'Île-de-France et l'anciennement le Nord-Pas-de-Calais, la Gironde. Et ce qui est drôle, c'est de voir que là, on est donc sur les nombres d'expériences municipales par département, mais cette carte, à mon avis, devrait être pas très, très éloignée des départements qui lancent en ce moment des budgets participatifs. Quelque part, il y a cette dynamique intéressante entre la ville, le chef-lieu et ce qui se passe au niveau du département. Je n'ai pas une idée très claire, et peut-être que le débat pourra vous informer là-dessus, sur les relations entre les métropoles, puisque il y a très peu de villes qui s'étaient lancées là-dedans, de métropoles du coup, mais ce serait intéressant de voir ce qui se passe dans les Comcom, etc. Alors, sur l'effet de mode. L'effet de mode, on peut le voir sur le fait que déjà, donc ça, c'est des chiffres qui sont liés à ce qui s'est passé avant les municipales de 2020. Donc, principalement, un phénomène, si on regarde en termes de proportion, qui regarde plutôt les villes de plus de 100 000 habitants. Toutefois, si on regarde un petit peu comment se passe la question du budget, on voit que finalement, la part du budget est plus importante consacrée au budget participatif dans les villes de moins de 40 000. Et si on regarde comment ça se définit, donc clairement dans les villes qui dépensent le plus via un budget participatif, on est grosso modo, il y a quelques villes qui sont au-dessus de 1%, mais donc ça veut dire que la moitié sont en fait en dessous de 27
de 0,27%, ce qui est extrêmement peu. Ensuite, quand on regarde par exemple l'Île-de-France, on voit que si Paris fait partie des 1%, malgré ça, la moitié des villes d'Île-de-France consacrent moins de 0,20% au budget participatif, ce qui montre qu'en gros, même s'il y a beaucoup de villes qui se lancent dans un BP en Île-de-France, la plupart, enfin beaucoup, enfin c'est moins de 4%, donc ce n'est pas non plus énorme, mais elles font le choix de dédier en fait une enveloppe qui est, pour le dire simplement, dérisoire. 0,20%, c'est dérisoire. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que, alors je n'ai pas les chiffres pour IDCity, ce serait intéressant de le faire, mais Cap Collectif fait partie aussi, montre que quand on utilise une plateforme comme Cap Collectif, finalement, les villes dédient moins d'argent donc au budget participatif. Quelque part, plus vous mettez de l'argent sur la communication, moins vous en mettez sur le dispositif, sur l'argent qui est décidé via le dispositif, ce qui pose des questions, mais qui plaide aussi pour l'effet d'un effet de mode. Donc là, j'ai mis c'est la question du proportion des budgets. On voit que la plupart, en fait, on regarde les points qui sont ici, en fait, la plupart des villes dépensent donc moins de 1% de leur budget et ça correspond à moins de 10%, moins de 10 euros par habitant, ce qui est faible, en fait. Donc, quelque part, si on pose la question, si on voudrait croire que les budgets participatifs sont un signe de la démocratisation de la décision publique concernant l'allocation budgétaire, la réponse, elle est clairement non. Et donc, on a ce petit chat qui garde son argent, et ce petit chat étant les élus. Alors, sur la question de… je reviens maintenant à la deuxième question. Juste, excuse-moi de te couper, mais il y a une question qui est dans le chat, mais aussi qui te permet en fait de clore ce que tu viens de dire. Les chiffres que tu viens de donner, en fait, ils datent avant les municipales. Enfin, tout à fait, oui. Davantage de clarté sur les chiffres que tu viens de donner. De clarté, c'est-à-dire c'est-à-dire de quand ils datent. Voilà. Oui, en gros, il date de 2019. D'accord. OK. Parce qu'il faudrait refaire le recensement et je ne l'ai pas fait parce que j'ai ma thèse portant sur le Brésil, je n'ai pas eu le temps de le refaire. OK. Mais il y a des gens qui s'amusent à faire le recensement. Après, c'est la question, c'est comment on compte un budget participatif. Est-ce qu'on compte n'importe quelle démarche qui s'appelle budget participatif, même quand il n'y a pas de vote, par exemple, ou enfin bref, ça pose plein de questions sur comment on fait un recensement. Du coup, la question de la sélection des projets, qui est la deuxième question, qui est en gros de quoi s'occupent les services dans un budget participatif, eh bien, principalement la question d'instruction, c'est une question qui est relativement peu traitée. Alors, vous la traitez forcément pour les gens qui construisent des règlements de budget participatif en regardant les critères. Alors, il y a au moins 3 critères qui posent des questions sur, on va dire, le périmètre des projets qui sont permis en fait par les budgets participatifs. C'est la question de l'investissement, la question du budget de fonctionnement limité. Donc là-dessus, vous virez tout ce qui est école, service de santé, enfin en gros tout ce qui est un service public, en gros. Et la question de la durée maximale dans la mise en œuvre, où là, pareil, en fixant donc le fait d'aller vite, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les réponses des questionnaires, en pensant qu'on peut cadrer une démarche sur un an, avec des projets qui sortent vite, parce que les élus ont besoin de montrer que ça a un impact sur le territoire, sur le cadre de vie, par exemple. Finalement, on se prive d'une vraie réflexion sur quels sont les projets d'investissement qui ont un impact. Et je le dis d'autant plus facilement qu'on est dans une période capitale en ce moment de construction des plans pluriannuels d'investissement, où là, clairement, le dur de la décision en termes d'investissement sur l'ensemble de la mandature pour les villes est en train d'être voté, et il n'y a pas à ma connaissance, mais peut-être qu'on aura des exemples dans les participants, pas de mise en discussion publique de ce plan pluriannuel d'investissement, alors que c'est ça qu'on appelle en fait budget participatif au Brésil, et pas un appel à projet qui passe par une plateforme numérique, qui est maintenant ce qui est devenu le budget participatif en France.
Et ensuite, dans ces critères, ce que je voulais revenir aussi, c'est la question de l'intérêt général. Très difficile pour des services, comme pour des élus, de définir de manière objective ce que c'est que l'intérêt général. On pourrait définir que l'intérêt général, en fait, existe à partir du moment où ça recueille un certain nombre de votes, et ne pas mettre des gens dans une situation, on va dire, de paternalisme, en fait, en disant, ben voilà, il n'y a que l'administration qui est capable de définir ce que c'est que l'intérêt général. C'est extrêmement compliqué. Enfin, peut-être qu'on aura des retours là-dessus, des collectivités qui mettent en place des budgets participatifs sur comment ça se passe. Et d'autant plus, vous pouvez avoir des services qui ne voient pas l'intérêt général de la même manière. Alors, quand vous avez un projet initial qui est soumis au vote, soumis au budget participatif, il passe par une revue qu'on appelle l'instruction, qui est le point noir, parce que là c'est un cadre noir, parce que ça peut être une boîte noire, mais c'est aussi le point noir pour beaucoup de villes et de départements, dans le sens où ça prend beaucoup de temps, que ça est une charge mentale importante, parce qu'il faut pouvoir gérer des centaines de projets, pouvoir jongler entre ces projets-là. Et généralement, lors de la première année, toutes les villes, tous les départements sous-estiment ce temps-là, et du coup, l'instruction est bâclée. Pour le dire clairement, dans les meilleurs cas, en fait, cette instruction, quand moi j'étais au Portugal, par exemple, elle se faisait avec le porteur de projet, sur le site où le porteur de projet voulait voir la modification, enfin l'évolution. Et donc, du coup, clairement, il y avait une discussion entre les services et les citoyens sur, non pas le projet tel quel, mais répondre aux besoins exprimés par le porteur de projet, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, malheureusement, dans les cas français, trop peu de temps est consacré à cette question de l'instruction, et quelque part, du coup, il y a un filtre qui se fait, qui ne dit pas son nom ici. Ce matin, j'avais accès à une discussion sur Lausanne, où pareil, les services clairement avaient tendance à donner, on va dire, un feu vert au projet qui n'allait pas forcément remettre en question le fonctionnement de la collectivité sur un certain nombre de projets. Et à partir du moment où le projet était un poil trop compliqué à mettre en place, forcément le projet était jugé inéligible, mais pas forcément sur des critères objectifs. Donc ça pose des questions. Donc parfois sur les budgets participatifs, on a du coup des rejets de ces projets sans justification. Dans les meilleurs des cas, vous avez un rejet avec justification, mais la justification n'est pas forcément tout à fait adéquate. Là, en ce moment, je travaille sur le budget participatif de Lisbonne, où clairement, 70% des projets de cette année ont été éjectés, avec parfois des critères, des justifications un peu légères, pour le dire moins, pour dire ça comme ça. Ensuite, il y a toute une phase de fusion des projets où il y a certains projets qui finalement, on va dire, on va fusionner des projets, 4 projets à 10 000 €, et puis la somme de ces projets-là va rester 10 000 €, alors que logiquement, si elle concernait des lieux différents, ça devrait plutôt être 40 000 € si on additionne 4 projets de 10 000. Mais il y a cette évaporation qui peut arriver dans certains cas. C'est quelque chose que j'avais documenté pour Paris notamment. Et ensuite, dans les meilleurs des cas, ces projets sont acceptés. Dans le challenge, dans le défi, en gros, pour les services, c'est de faire en sorte qu'un projet qui est accepté, par exemple, pour un quartier, soit accepté pour n'importe quel quartier. Je m'explique. Il arrive parfois que le service démocratie participative se rende compte que le service a accepté, j'ai cet exemple-là, par exemple, des bacs pour cultiver des légumes. Le même projet, mais qui a un nom différent, peut être accepté dans un quartier, et dans un autre quartier, il aura un autre nom, mais c'est sensiblement la même chose. Le service des parcs et jardins, par exemple, pourra le refuser, alors qu'il n'y avait pas de raison pour le faire. Donc, une des tâches, et c'est là où ça devait être fastidieux, parce que non seulement il faut traiter avec le porteur de projet, mais il faut aussi traiter la question de la réponse qui n'est pas uniforme des autres services avec lesquels vous collaborez, fait en sorte que c'est très compliqué et très chronophage.
Mais quand ça n'est pas fait, de fait, vous pouvez avoir des plaintes des services, enfin des citoyens, en disant, ben voilà, tous les projets intéressants de tel type sont éjectés et c'est injuste. Donc, quelque part, la légitimité du budget participatif passe aussi sur la manière dont cette instruction est préparée bien en amont, bien avant le lancement de la démarche du budget participatif. J'alerte bien là-dessus. Donc, quelque part, quand on regarde les effets en interne, il faut regarder un petit peu comment le service démocratie participative va pouvoir être positionné comme une ressource pour les autres services. Quelque part, généralement, la plupart de ces services démocratie participative traitent aussi d'autres démarches et ce n'est pas toujours très clair sur la plus-value du budget participatif par rapport à d'autres démarches de démocratie participative. Et quelque part, on entend le fait que ce soit chronophage, avec parfois peu de résultats, et peut-être que c'est ce qu'on a vu dans les résultats là, du sondage sur le fait que les projets ne sont pas forcément super originaux. Et quelque part, on peut se dire, ben, voilà, tout ça pour ça, c'est une question qui peut se poser, mais on peut améliorer évidemment avec une procédure un peu plus importante. Ensuite, il y a la question des projets qui ne sont pas retenus. Qu'est-ce qu'on fait de ces projets qui ne sont pas retenus? Est-ce qu'on demande aux porteurs de projets de revenir l'année d'après, ou est-ce que quelque part, ça peut être des sources d'inspiration pour identifier des tensions en fait, que les services n'avaient pas identifiées par ailleurs? Et clairement, pour avoir travaillé sur le budget participatif de Montreuil et de Grenoble, moi, j'avais énormément de frustration de voir que des projets qui étaient sur les territoires des bailleurs étaient à chaque fois non retenus parce que ce n'était pas l'espace public au sens municipal. Et alors qu'il y avait les besoins étaient exprimés sur des publics qui appartiennent, enfin qui sont pour les bailleurs sociaux, donc d'un certain type, et des projets qui allaient être vainqueurs étaient des projets peut-être moins importants. Donc il y avait quelque part le fait d'éjecter les projets des pauvres, c'était clairement un problème. Enfin, ça aurait dû être un problème politique un peu plus intense. Et donc quelque part, donc je l'en ai parlé, ça la question de réduire l'arbitraire dans l'instruction. Donc ça, c'est les effets de l'interne. C'était la deuxième question. Je vais aller très vite sur les critères de… Ouais, il te reste 2 minutes. Voilà. On va dire 3. Allez, 3. Donc, j'ai 4 points. Bon, je vais aller rapidement. Mais grosso modo, dans l'évaluation, première chose, puisque je le dis parce qu'il y a des élus qui sont là, certains élus en tout cas, le nombre de votants n'est pas le critère de réussite. Pitié, parce qu'en fait, ça, c'est… plus vous avez un nombre de votants, si c'est votre unique critère de réussite, en fait, c'est la course à la fraude, en fait. Et les budgets participatifs français ne vérifient malheureusement jamais le nombre de votants, c'est-à-dire que vous pouvez voter autant de fois que vous voulez à partir du moment où vous avez plusieurs emails, alors qu'on devrait plutôt faire un vote par SMS, par exemple. Déjà, ça limiterait le nombre de fraudeurs, en fait. Mais clairement, il y a d'autres moyens, d'autres objectifs, d'autres critères pour réfléchir à cette question de est-ce que le budget participatif sert à quelque chose. Donc, la question des moyens, c'est important. La question des fins, ça j'en ai parlé sur les différents objectifs qui sont généralement pas très très clairs pour les élus quand ils lancent cette démarche-là, en dehors du fait que c'est à la mode et que ça permettrait de dynamiser un petit peu la vie municipale, mais il faudrait aller au-delà de ça. Ensuite, en termes de processus, je vais aller rapidement. Comment, effectivement, après, quand on évalue, comment on peut évaluer chaque phase du point de vue des citoyens, ça, c'est important. Et finalement, sur les objectifs atteints, il faudrait voir si faire un petit peu des enquêtes sur quels sont les participants. Et les participants, ce n'est pas uniquement les votants, c'est aussi les porteurs de projets. Et c'est aussi, après le budget participatif, qui va utiliser les équipements qui sont construits par le budget participatif. Dernière slide, et je m'arrête là, sur, en gros, pour moi, les 3 gros problèmes des budgets participatifs français. Un, sur… Allô ? Voilà. Le fait qu'on est sur des idées, mais pas sur des projets de ville. Typiquement, c'est le fait qu'on ne discute pas du projet pluriannuel en ce moment. Mais clairement, il faudrait réfléchir à pourquoi les citoyens n'ont pas le droit de discuter des politiques publiques au sens plus général, sur comment en fait on répartit l'argent, je ne sais pas, sur
En ce moment, typiquement sur le Covid, c'est par exemple, est-ce que les capteurs de CO2, c'est une bonne dépense ou pas? Donc, quelque part, réfléchir à la dépense. Et en fait, le budget participatif français, il est principalement sur des dépenses participatives et jamais sur des recettes participatives aussi. Il y a quelque part ça qui pourrait être réfléchi. La question de la délibération, clairement, on n'est pas du tout en France sur la plupart des démarches, sur des démarches d'éducation populaire. Il faut être honnête avec ce qui est en train de se passer. Ça pourrait l'être, mais ça l'est pas. Et ça peut l'être pour les lycées ou pour les collèges. Moi, j'attends beaucoup de voir parfois les départements lancer des budgets participatifs dans les collèges. Mais pour l'instant, il y a très peu qui l'ont lancé. Donc finalement, on peut se demander finalement ce que les citoyens apprennent réellement dans ces démarches. Et enfin, sur la question de la confiance, je pense que les élections, mais clairement le Covid le montre aussi, il y a quand même un gros problème de confiance dans les institutions. Je doute que le format actuel des budgets participatifs contribue à augmenter ce degré de confiance. Et bon, les résultats des élections originales là viennent peut-être aussi de le remontrer ou de le démontrer une nouvelle fois. Merci beaucoup.